Ici Sylvie Verdier, votre animatrice de la série Mission Proche aidant. Aujourd'hui, nous parlons des documents légaux. Nous avons deux experts avec nous. Madame Sonia Lessard, directrice générale du roman Appui Montérégie, et notre spécialiste au niveau du notariat, Monsieur David Dolan, qui travaille justement à PFD Notaire de Boucherville. Bienvenue. Bonjour. Merci, bonjour. Bonjour. Donc, pour faire un peu un lien avec l'émission précédente, on avait parlé de la reconnaissance des proches aidants et du statut légal. Mais il y a aussi la paperasse maintenant, les documents légaux, donc on va démystifier ça. Pour débuter, Madame Lessard, quand on parle de paperasse, de tout ça, là, quand on est proche aidant, on a tellement d'activités à faire. En plus de la paperasse, comment on pourrait débuter ça selon vous? Ce qui est important, c'est de se préparer. C'est d'essayer de faire face à toute éventualité qui peut se présenter à nous. Donc, comme proche aidant, on devient proche aidant. Souvent, la première action qu'on va porter, c'est d'aider notre parent avec ses impôts ou des fois des lettres qui viennent des compagnies de carte de crédit. Le parent n'est pas trop certain. Donc, doucement, c'est comme ça que notre rôle de proche aidant peut débuter. Puis, c'est important de garder à l'esprit l'importance, justement, des documents légaux, de se préparer à ce qui va arriver par la suite. Puis au niveau du notaire, c'est important pour les gens à la maison de retenir qu'est-ce qu'on doit retenir dans le fond là, comme document. Là. Ça serait quoi la priorité principale? Mais j'écoutais Mme Lessard, puis c'est très, très important ce qu'elle vient de dire. C'est vrai que les gens commencent à aider, donc les proches aidants. La maladie, ça peut être physique, ça peut être mental, mais c'est au début, quand on commence à aider, idéalement, ce serait, lorsqu'on voit que notre utilisation est importante, ce serait d'aller vers des procurations, des mandats. Donc, on va démystifier? Bien, je pense que oui, c'est nécessaire. Ça serait bien parce que tu as le mandat. Que les gens confondent. C'est quoi la différence entre une procuration et un mandat? Ouais. Alors, procuration, là, pour les téléspectateurs, c'est plus le document qu'on voit souvent pour une procuration bancaire. Donc, on donnait l'exemple tout à l'heure qu'on commence à aider nos parents avec les comptes de banque et tout ça. Alors, une procuration, c'est un document par lequel on nomme quelqu'un pour s'occuper de nos biens, d'agir sur nos actifs ou des choses comme ça. Mais c'est un document qui on prête en réalité ces pouvoirs-là à quelqu'un d'autre, mais on les garde. On est encore apte à les utiliser, mais pour une raison, je ne peux plus me déplacer, un problème de hanche ou je ne sais pas quoi. Bon, alors on va donner une procuration. Ça peut être une procuration bancaire, ça peut être une procuration pour un pouvoir spécifique, vendre un bien, parce que on est chanceux, on va en Floride l'hiver, puis on veut confier la gestion à quelqu'un. C'est préférable que ce soit notarié, dans le fond. Bien, idéalement, c'est préférable, mais ce n'est pas dépendant du type de procuration. On pourra aller vers une procuration. Les procurations bancaires, souvent, ne sont pas notariées. Mais si on veut élargir cette procuration-là, parce que ça peut aller plus loin, on pourrait faire une procuration générale, là, qui permet, et ça, on va le voir plus souvent entre conjoints, évidemment, où on va se donner l'un l'autre une procuration générale. Et on n'est pas obligé d'être dans une situation de proche aidant encore, mais on le fait. Alors, ce document-là, c'est préférable de débuter, là, de voir à nos choses. Là. Encore là, tout dépend. C'est du cas par cas, mais c'est sage de procéder avec des procurations dans un couple qui a fait ses preuves et que la confiance est totale. Alors ça, c'est notre histoire de procuration. Ce document-là, là, on peut le faire, mais il peut être révoqué en tout temps parce qu'on a encore notre capacité. Donc, on a prêté nos pouvoirs à quelqu'un, mais on ne les a pas perdus, on les utilise nous aussi. Ou on arrive avec l'autre document, le mandat en cas d'inaptitude ou mandat de protection, qui est l'autre façon de l'appeler. Ce document-là est arrivé dans les années 89-90 parce que pendant des années, les gens se plaignaient, dans les années 70-80, la curatelle. Les gens tombaient malades et on se ramassait sur la curatelle, puis là, on ne pouvait plus s'en sortir. Alors, le gouvernement a permis de faire ce fameux document-là, de mandat en cas d'inaptitude, qui vient donner la possibilité à quelqu'un de dire « Hey, si moi je tombe malade, je tombe inapte, je veux que quelqu'un puisse s'occuper de mes biens et je vais être capable de choisir cette personne-là. » Donc, on peut faire un mandat en cas d'inaptitude. Là, cette fois-ci, oui, on donne les pouvoirs à quelqu'un qu'on choisit, mais ce pouvoir-là ne va entrer en force que si je deviens inapte mentalement. Ce n'est pas une inaptitude physique, c'est vraiment mentalement. Et ça va éviter la procédure de curatelle. Parfait, mais quand on parle d'être inapte mentalement, il faut que ça soit signé par un professionnel de la santé, sûrement. C'est sûr que, donc, la distinction, on l'a fait, là, la procuration, le mandat, puis il faut savoir qu'une procuration, si je donne une procuration à quelqu'un d'agir, cette procuration-là va cesser lorsqu'elle est révoquée ou lorsque le mandant, celui qui l'a donné, devient inapte. Alors donc, on a l'autre document qui est notre mandat en cas d'inaptitude, mais celui-là, quand est-ce qu'il prend force, le fameux mandat en cas d'inaptitude?
il faut absolument prouver la maladie de la personne. Parce que ce document-là, on a eu la permission de faire ça pour permettre de choisir, de nommer quelqu'un et éviter ainsi une curatelle. Mais pour ça, il faut être certain que la personne est vraiment inapte. Elle a vraiment perdu ses capacités mentales. Alors pour ça, ça nous prendra une évaluation médicale, une évaluation psychosociale. En plus, on aura besoin de l'interrogatoire qui sera fait du malade pour s'assurer que c'est bien vrai qu'il est inapte. On ne peut pas du jour au lendemain, et ce, même si le document a été fait devant notaire ou sur un formulaire, ce n'est pas la journée qu'on décide hey, mon conjoint ou mon père est devenu inapte. Ce n'est pas nous qui décidons ça. Il faut passer par ces procédures-là qui, malheureusement, coûtent des sous et il y a des délais rattachés à ça. Mais ça, c'est pour éviter d'avoir le problème d'être pris. Et ce qui est intéressant, c'est que si on avait du vivant ou du temps qu'on était apte, une procuration générale, et qu'on a également un mandat en cas d'inaptitude, il y a toujours une période de flottement. Alors, on dit la personne, quand elle devient inapte, normalement, la caisse, la banque devrait dire « vous n'avez plus le droit d'utiliser la procuration ». Mais si on commence la procédure d'homologation, en fait, de confirmer la maladie, qu'on appelle l'homologation du mandat, bien, si on commence cette procédure-là, la procuration peut continuer à agir. Ça, c'est une technicalité, là. Mais, en résumé, très important, 2 documents tout à fait distincts, mais c'est sage d'en faire un. Donc, si vous voyez la personne de qui vous vous occupez, vous êtes proche aidant de quelqu'un qui a encore sa capacité, il ne faut pas attendre que la personne ait perdu ses capacités parce que là, il est trop tard, on ne peut plus le faire. Ça devient compliqué, là, également. Oui, et lorsque la personne a perdu ses capacités, on ne peut plus faire un mandat en cas d'inaptitude et à ce moment-là, on sera pris avec la procédure de tutelle ou de curatelle qui, là, implique la réunion de parents. Et là, on va devoir nommer quelqu'un dans la famille pour s'occuper, probablement le conjoint, peut-être le fils aîné, c'est la famille qui choisira qui va s'occuper de nous. Mais une fois qu'on aura choisi cette personne-là, il faut nommer 3 personnes dans la famille pour superviser. Oui, c'est lourd. Déjà là, qu'on est proche aidant, alors, ça devient lourd. Tout le monde doit avoir avantage à faire un mandat en cas d'inaptitude. Si je peux me permettre, ce que je trouve extrêmement important de ce que vous dites, c'est toute la notion de prévention. C'est la notion d'essayer de faire en sorte que tout se passe le mieux possible, puis que le focus reste sur notre proche, pour qu'on puisse assurer son bien-être, puis qu'on ne se retrouve pas dans des situations de conflit avec les autres membres de la famille, ou d'enjeux, ou de... Moi, un truc que je confierais aux gens, c'est souvent les gens se disaient « Ah oui, mais là, est-ce qu'on devra rendre des comptes? Ben, je nomme mon fils. » Normalement, il faudrait qu'il y ait rendre des comptes parce qu'il faut quand même que les proches soient... Faire un bilan, c'est une protection pour soi. Oui, lorsqu'on commence à agir pour quelqu'un, normalement, on a tout intérêt, nous, le mandataire, le proche aidant, à faire ce fameux inventaire-là pour savoir avec quoi on commence la gestion. Si on a des frères et sœurs, si on a des enfants, parce qu'on est le conjoint, c'est bien important. Donc, ces documents-là sont importants. Vous pouvez les faire vous-même, vous pouvez les faire devant notaire. C'est sûr que si vous les faites devant notaire, il y a des coûts, mais il y a des avantages parce qu'à ce moment-là, vous avez le conseil juridique, c'est enregistré à la Chambre des notaires et des choses comme ça. Puis c'est moins facile. C'est plus confort. Pour Mme Lessard, est-ce qu'il y a des anecdotes qui en arrivent, là, que les gens, là, vous êtes à l'organisme Roman Appuyé de la Montérégie, est-ce que des gens qui ont des paperasses, qui ont toutes ces choses-là, mais en fin de compte, il y a des anecdotes qui n'ont pas bien fait leurs choses? Est-ce que vous avez des éléments? En fait, je vous dirais, l'essentiel que j'aurais envie de dire aux gens, c'est qu'il y a les organisations de la Montérégie qui peuvent accompagner les gens dans les différentes démarches, parce que là, on reçoit beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'éléments qui sont étrangers à ce qu'on est habitué de connaître. Mais en même temps, on peut faire un conseil de famille. L'organisation peut nous accompagner pour que les choses soient dites. Souvent, il y a plein de non-dits où il y a quelqu'un qui prend une responsabilité sur ses épaules puis dit « bon, je vais le faire », mais les choses ne sont jamais nommées clairement. Fait que c'est aussi de prendre le temps de dire, bon, de s'asseoir puis de dire, bon, qui fait quoi puis à quel moment. Fait comme ça, il y a un pas rôle, de une responsabilité. Là. Oui, parce que malheureusement, on entend des histoires où il y a eu des conflits à l'intérieur de la famille, où les gens n'étaient pas mariés, la dame a pris soin de son conjoint, les enfants étaient éloignés, là, le conjoint décède, les enfants reviennent. Ça fait des espèces, c'est des déchirements. Parce qu'il y a l'émotion de la personne, puis les documents ne sont pas... les familles recomposées, c'est incroyable. Là. Vous avez des situations. Alors, c'est sûr que le mandat doit être à jour. Et attendez pas à la dernière minute pour nous dire, ben là, vous appelez le notaire et vous dites, ben là, il est inapte, on peut se faire un papier. Il est trop tard. Le papier, il est trop tard. Il faut le faire avant. Quand il peut être inapte, mais avant le deuil, est-ce qu'on fait un testament? Oui, très important. Évidemment, le testament, c'est aussi une chose. Et ce qui est important aussi pour les gens, de garder en tête, vérifier auprès de la personne dont vous vous occupez si ces documents sont en règle, les vôtres également, c'est important. Ce qu'on constate le plus, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait leur testament. Quand même, c'est surprenant. Il y en a beaucoup qui sont allés voir leur notaire, qui ont fait leur testament quand les enfants sont arrivés.
il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. À un moment donné, le testament, il faut le relire. S'il a été fait par votre notaire, c'est pas vrai que votre notaire va vous appeler dans 20 ans et dire « Pense à ça, il faudrait peut-être que tu modifies ton testament. » Non. Mais vous avez le devoir de relire le testament que vous avez fait il y a 15 ans, 20 ans, où vous avez peut-être nommé comme liquidateur de la succession parce que vous aviez de jeunes enfants, vous avez nommé votre beau-frère. Oui. Malheureusement, c'est plus votre beau-frère. Ou il est décédé. Oui, mais c'est plus votre beau-frère. On voit tellement souvent qu'aujourd'hui, ces familles se séparent et tout ça. Donc, le testament, c'est très important. Puis, avec le testament, moi, j'apporterais aussi, pour notre prochain aidant, c'est important, il y a un document qu'on appelle le bilan patrimonial. C'est en plein ça, le bilan patrimonial. patrimonial. Là, parce que ça va avec un peu, c'est l'information, c'est que vous vous occupez de quelqu'un. Peut-être vous avez eu le temps de voir venir, vous êtes le conjoint, c'est pas si pire. Vous êtes le fils, la fille, c'est votre père. Il faut savoir où se trouvent ces choses, quels sont ses actifs. Est-ce qu'il a des comptes de banque? Est-ce qu'il a des assurances? Qui sont ces personnes, ressources? Son comptable, son notaire, les mots de passe, les mots de passe. Ça, là, écoutez, on a le coffret de sûreté. On a combien, dès qu'on ouvre un compte à quelque part, que ce soit chez Hydro-Québec, que ce soit chez... Il y a toujours votre mot de passe. Alors, les codes d'accès, les ordinateurs regorgent d'informations qu'on n'a pas accès si on n'est pas capable de se souvenir du mot de passe. Alors, bilan patrimonial, on l'appelle comme ça là, dans la profession notariale, mais c'est un genre d'inventaire que vous faites vous-même. Ça comprend le mot de passe aussi. Bien, là, c'est ça. C'est la question, c'est que comment c'est détenu? Qui s'en occupe? Si vous le faites vous-même et que vous lui donnez accès à tout le monde, là, la question des mots de passe est un petit peu plus délicat. Quand vous le faites sous la forme du bilan patrimonial avec un notaire, bien là, vous pouvez aller plus loin dans l'information que vous allez laisser. Ce document-là serait également enregistré à la Chambre des notaires, tout comme les testaments et les mandats. On arrive presque à la conclusion, M. Durand. C'est tellement... Oui, c'est un sprint. Mais juste avant, là, quand quelqu'un a un bail, il y a Oui. des droits aussi. Vous avez à peu près 10 secondes. Oui, bien, les droits, oui, c'est que si jamais on tombe malade puis qu'on est inapte puis qu'il faut casser le bail, c'est depuis 2011, on a réduit, avant ça, le délai, c'était 3 mois. Là, on a réduit le délai à 2 mois. Mais il faut évidemment justifier là, de pourquoi on est placé dans un centre, un CHSLD ou une maladie. Mais c'est 2 mois, là, si le bail est de 12 mois et plus. Oui. Bien, merci beaucoup. Vous avez été extraordinaire, M. Ça Darwin, passe vite. et également Mme Lessard. Un grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À notre prochaine émission, on va parler d'un sujet un peu plus délicat, le deuil. Merci et à bientôt.